Avez-vous déjà songé à pourquoi, au XIXe siècle, l'époque de la vapeur et de l'électricité, l'invention la plus demandée fut soudainement un cercueil avec alarme? On tente de nous convaincre que ce n'était qu'une simple curiosité victorienne, une mode étrange, ou la conséquence de l'ignorance des médecins, incapables de distinguer le coma de la mort. Mais c'est un mensonge. L'histoire officielle nous dissimule une statistique monstrueuse qui fait geler le sang dans les veines. Vous avez été trompé. Tout ce qu'on vous a raconté à l'école sur le développement de la médecine de cette époque est un écran de fumée, masquant une catastrophe biologique globale. Pourquoi les ingénieurs, capables de concevoir les ponts et usines les plus complexes, se sont-ils massivement lancés dans le brevetage d'appareils pour sauver des tombes? La réponse est juste sous nos yeux, mais nous préférons ne pas la voir. Imaginez cette horreur animale, gluante. Vous vous réveillez dans une étroite boîte en bois. Il reste 15 minutes d'air. Autour de vous, 2 mètres de terre humide. Vos cris n'entendent que les vers. Et maintenant, prenez conscience que ce n'est pas l'intrigue d'un film d'horreur, mais la réalité quotidienne pour des milliers de personnes au milieu du XIXe siècle. La peur d'être enterré vivant, connue sous le nom de taphéphobie, a envahi la planète, pas par hasard. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une réaction à un phénomène de masse que les historiens appellent pudiquement des erreurs de diagnostic. Mais regardons les chiffres et les faits sobrement. En Allemagne seule, dans la seconde moitié du XIXe siècle, plus de 30 conceptions différentes de soi-disant cercueils de sécurité ont été brevetées. Aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, le compte s'élevait à des centaines. Les industriels pragmatiques auraient-ils investi d'énormes sommes dans la production de mécanismes complexes si le problème avait été isolé? Bien sûr que non. La demande crée l'offre. Et cette demande était colossale. Les brevets de l'époque impressionnent par leur complexité technique. Ce n'étaient pas simplement des boîtes avec un trou, c'étaient de véritables systèmes d'ingénierie de maintien en vie. Examinons le brevet du docteur Johann Taber. Le cercueil était équipé d'un système de clochettes relié à la surface, d'une fenêtre en verre pour l'accès à la lumière et d'un tube pour l'apport d'air frais. Un autre inventeur, Franz Wester, a proposé une construction avec un long tube à travers lequel le défunt pouvait non seulement respirer, mais aussi tirer sur une corde pour hisser un drapeau au-dessus de la tombe. En 1868, un cercueil avec alarme électrique a été breveté. Réfléchissez une seconde. L'électricité ne fait que commencer à entrer dans les mœurs. Elle est coûteuse et complexe, mais on l'intègre déjà dans l'industrie funéraire. Pourquoi dépenser des technologies de pointe sur des cadavres si vous êtes à 100% certain qu'ils sont morts? La réponse est simple et terrifiante. Personne n'en était certain. Mieux encore, la société savait que la mort était devenue un concept relatif à cette époque. Les archives des bureaux de brevets étaient littéralement encombrées de plans d'appareils pour sauver les ressuscités. Un appareil avec échelle, un appareil avec éjecteur à ressort pour le couvercle, un appareil avec liaison téléphonique vers la maison du gardien du cimetière. C'était une industrie de la panique. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette panique? La version officielle affirme les épidémies de choléra et le faible niveau de la médecine. Les médecins, dans la cohue, n'auraient simplement pas eu le temps de vérifier le pouls. Mais cette explication ne résiste à aucune critique. Les médecins du XIXe siècle étaient d'excellents diagnosticiens et anatomistes. Ils connaissaient parfaitement les signes de la rigidité cadavérique. Ce à quoi ils ont été confrontés n'était pas une simple erreur médicale. C'était une chute massive des gens dans un état indistinguable de la mort, mais qui n'en était pas une. Sommeil léthargique, anabiose, ou peut-être les conséquences d'une influence extérieure dont on nous interdit de connaître l'existence.
Si nous analysons la chronologie de l'apparition de ces brevets, nous verrons une corrélation nette avec d'autres événements étranges de cette période. C'est précisément à ce moment, au milieu du XIXe siècle, que dans le monde entier, on commence à construire les soi-disant morgues ou maisons d'attente. L'exemple le plus connu est le Leichenhaus de Munich. C'étaient d'immenses salles où les corps des défunts n'étaient pas enterrés immédiatement, mais laissés sous surveillance pendant plusieurs jours. Aux doigts des défunts, on attachait des cordes reliées à des cloches dans la chambre du veilleur de nuit. Et ces cloches sonnaient. Elles sonnaient si souvent que les veilleurs perdaient la raison. Ce ne sont pas des cas isolés de résurrection. C'est une défaillance systémique dans la biologie humaine de cette époque. La science officielle nous dit que c'était des cas de coma, mais posons une question gênante. Pourquoi, précisément, dans cette période historique, l'organisme humain a-t-il soudain commencé à s'éteindre massivement? Pourquoi le nombre de personnes tombant en anabiose se comptait-il par milliers? Si nous écartons la version d'une folie collective et examinons la situation comme des ingénieurs, nous verrons que le corps humain réagissait à un changement des conditions de l'environnement extérieur. Un changement brusque de la pression atmosphérique, un changement de la composition de l'air, une intoxication par un gaz inconnu. Et si les cercueils de sécurité n'étaient pas une protection contre les erreurs médicales, mais une tentative de sauver ceux qui avaient été touchés par un cataclysme atmosphérique global? Nous savons que lors d'une baisse brutale de la teneur en oxygène ou d'une modification du champ magnétique, les organismes vivants peuvent entrer dans un état d'inhibition profonde de tous les processus vitaux. Leur cœur bat une fois par minute, la respiration devient imperceptible au miroir. Pour un observateur extérieur, ils sont morts, mais ils sont vivants. Et ils se réveillaient déjà sous terre. Les traces de cette horreur, nous les trouvons lors de l'exhumation de vieux cimetières. Des squelettes renversés dans les cercueils, des rayures sur la face intérieure des couvercles, dans lesquels s'est incrustée la poussière séculaire, des phalanges d'ongles ensanglantés. Ce sont des témoins silencieux de ce que nous appelons le XIXe siècle. Mais la découverte la plus terrifiante nous attend encore. Si l'on compare le nombre de brevets délivrés pour des cercueils de sécurité avec les graphiques de natalité et de mortalité de cette période, se révèle un tableau qui renverse complètement l'histoire officielle de la démographie. Nous sommes au seuil du dévoilement d'un secret qui explique où ont disparu des millions de personnes et d'où sont venues les nouvelles. Préparez-vous. Plus loin, nous plongerons dans l'abîme qu'on nous a caché derrière les lignes sèches des manuels scolaires. Plongeons dans les détails que l'historiographie officielle préfère contourner, les qualifiant de « curiosité du passé ». Si vous pensez que la peur d'être enterré vivant était le lot seulement des riches hypocondriaques et des poètes sensibles, vous vous trompez profondément. C'était un problème systémique, nécessitant des solutions étatiques et d'énormes investissements financiers. Au milieu du XIXe siècle, en Europe, particulièrement dans les terres germaniques, est également établie la création d'institutions spéciales, des morgues pour attente. Mais ce n'étaient pas ces froides pièces au sol carrelé que nous voyons dans les polars modernes. C'étaient de véritables sanatoriums pour morts. Les salles d'attente à Munich, Francfort, Mayence étaient des complexes hautement technologiques avec système de chauffage, de ventilation et de garde médicale permanente. Pourquoi chauffer une pièce avec des cadavres? Tout pathologiste vous dira que la chaleur accélère la décomposition. Mais les architectes de ces constructions poursuivaient un autre but. Ils créaient des conditions idéales pour le réveil. La version officielle affirme que le chauffage était nécessaire pour le confort des veilleurs. Mais les documents de l'époque disent le contraire. Dans les instructions, il est clairement prescrit maintenir une température favorisant la restauration des fonctions vitales. Cela ne signifie qu'une chose,
Les autorités savaient que la mort de leurs citoyens n'était pas définitive. Elles attendaient que l'effet de l'influence inconnue de nous cesse. Regardez la conception de ces salles. Les corps étaient disposés en rangées, et aux mains et aux pieds de chaque défunt, on attachait des cordons reliés à un gigantesque orgue de cloches dans la chambre du veilleur. Ce n'était pas simplement une alarme, c'était un réseau d'ingénierie extrêmement complexe. Et ce réseau fonctionnait. Dans les archives sont conservés des rapports sur la façon dont, au milieu de la nuit, dans de telles salles, commençait une véritable symphonie d'horreur. Des dizaines de cloches sonnaient simultanément. Pas une, pas deux, mais des dizaines. Les sceptiques diront que ce sont les gaz s'échappant des corps qui mettaient en mouvement les mécanismes. Mais les ingénieurs du XIXe siècle n'étaient pas des idiots. Les mécanismes des cercueils de sécurité et des systèmes d'alerte étaient conçus en tenant compte du prétendu faux déclenchement. On utilisait des bloqueurs à ressort qui ne réagissaient qu'à un mouvement brusque, convulsif, caractéristique d'une personne qui se réveille, et non à l'affaissement fluide des tissus. Et si les cloches sonnaient, cela signifie que les gens bougeaient. Ils tentaient de se lever. Ici, nous approchons du contradiction la plus importante. On nous dit que la médecine était primitive. Mais permettez, c'est précisément au XIXe siècle que se produit le boom de la physiologie. Le stéthoscope de René Laennec est déjà inventé. Les médecins savent parfaitement écouter les battements du cœur. Des expériences actives sont menées avec l'électricité et le galvanisme. Croyez-vous vraiment que des milliers de médecins diplômés dans le monde entier ont soudainement oublié à distinguer un vivant d'un mort? C'est absurde. Ils n'ont pas oublié. Simplement, les anciennes méthodes de diagnostic ont cessé de fonctionner. Les gens se trouvaient dans un état que la science de l'époque ne pouvait pas classer comme vie. Mais ce n'en était pas non plus la mort. Le cœur s'arrêtait ou battait à une fréquence d'un battement toutes les quelques minutes. La température du corps tombait à celle de l'environnement. Les tissus devenaient durs comme la pierre. C'est le tableau classique d'une anabiose profonde, propre à certaines espèces animales, mais pas du tout aux humains. Qu'est-ce qui pouvait causer une telle réaction biologique de masse? La seule explication logique, un changement brusque des conditions externes de l'environnement de vie. Rappelons la physique. Si la pression atmosphérique chute brusquement ou si la composition gazeuse de l'air change, l'organisme humain subit un choc. L'hypoxie, ou famine d'oxygène, peut mener à un coma profond, avec un ralentissement du métabolisme de centaines de fois. Il existe une théorie selon laquelle, au XIXe siècle, un événement s'est produit qui a entraîné une perte temporaire de l'atmosphère ou son empoisonnement. Peut-être s'agissait-il d'émissions des entrailles de la Terre, celles-là même qui ont conduit à l'ensevelissement des premiers étages des bâtiments dans le monde entier sous de l'argile et de la boue. Les gaz qui ont jailli à la surface pouvaient agir comme un toxine neuroparalysant extrêmement puissant ou un narcotique naturel. Les gens s'éteignaient simplement. Ils tombaient là où ils se tenaient et entraient en léthargie. Ceux qui ont survécu et sont restés conscients enterraient leurs voisins dans la panique, prenant leur état pour une mort instantanée due à la peste. Puis, après des jours ou des semaines, l'effet du gaz s'atténuait et les morts commençaient à se réveiller. C'est ainsi que s'explique cette peur animale qui imprègne la littérature et la presse du XIXe siècle. Ce n'était pas une mode gothique, c'était une chronique documentaire d'un post-apocalypse. Réfléchissez au brevet du comte Michel de Carnis-Carnicki. Son invention, présentée à la fin du siècle, consistait en un cercueil hermétique avec un tube sortant à la surface. Au moindre mouvement de la poitrine du défunt, une vanne s'ouvrait, donnant accès à l'air, et un ballon-cygne lumineux se déployait à la surface. Ce cercueil était présenté dans les expositions comme une merveille technique. On l'achetait pour des sommes astronomiques.
Pourquoi dépenser une fortune pour un cercueil si la probabilité d'être enterré vivant, selon les statistiques de la science officielle, est de 0 entier et 1/1000%? Parce que la vraie statistique était différente. 1 sur 2 pouvait se retrouver piégé. Nous devons aussi prêter attention à l'état des corps qu'on trouve lors d'une ouverture de vieux caveaux. Beaucoup d'entre eux sont momifiés naturellement, sans embaumement. Les tissus ne se sont pas décomposés, mais ont séché. C'est une preuve directe que l'environnement bactérien de cette époque était différent. Les processus de putréfaction ont été arrêtés ou ralentis. Cela confirme une fois de plus l'aversion d'un changement global de l'atmosphère et de la composition chimique de l'air. Le monde du 19e siècle était stérile, comme une salle d'opération après carceuse. Et dans ce monde stérile, des millions de personnes dormaient d'un sommeil léthargique dans leurs tombes, tirant vainement sur les cordelettes des clochettes que personne n'entendait, parce que les gardiens des cimetières dormaient aussi ou étaient déjà morts. Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg, seulement ces brevets qui nous sont parvenus. Mais combien d'appareils ont été fabriqués artisanalement? Combien de personnes ont été sauvées? Et surtout, que racontaient-elles après leur réveil? Les archives gardent le silence à ce sujet, mais nous trouverons les traces de cette information si nous regardons les anomalies dans les données démographiques et l'apparition de nouveaux humains sans passé. Si nous nous cessons de percevoir l'histoire comme un ensemble de dates disparates et la considérons comme un modèle mathématique, nous verrons des incohérences criantes qui ne peuvent s'expliquer du point de vue de la démographie officielle. On nous assure que le 19e siècle fut une époque de guerres infinies, de révolutions, d'antisanitarie et d'épouvantables épidémies de choléra, de typhus et de variole. La mortalité aurait dû exploser. Cependant, la statistique nous montre une croissance incroyable, explosive de la population, précisément pendant cette période. D'où venaient ces millions de personnes? Comment, dans des conditions où, selon les historiens, les gens mouraient d'une égratignure, les villes se sont-elles étendues à une telle vitesse qu'elles requéraient des millions de tonnes de briques et de verre? C'est ici que nous trouvons un lien direct avec l'épidémie d'enterrement prématuré. Imaginez un scénario qui explique ces deux phénomènes. L'impact global dont nous avons parlé précédemment, qu'il s'agisse d'un décalage atmosphérique ou d'une attaque chimique d'une nature inconnue, a plongé une part significative de la population dans un état d'anabiose profonde. Pour un observateur extérieur, dépourvu de technologie de scan cérébral, ces personnes étaient mortes. On les enterrait, par milliers, par dizaines de milliers. Mais le processus de décomposition ne survenait pas. Et c'est ici que commence le plus intéressant. Ceux qui n'avaient pas été enterrés sous terre, mais étaient restés dans les maisons ou dans ces mêmes salles d'attente, ont commencé à se réveiller en masse. Mais en qui se réveillaient-ils? La médecine connaît des cas où, après un coma prolongé ou une mort clinique, une personne perd la mémoire, sa personnalité s'efface. Maintenant, scalez cela à l'échelle de villes entières. Des foules de gens physiquement sains, mais avec une conscience vierge, comme des disques durs formatés. Il fallait leur inventer une nouvelle histoire, de nouveaux noms, de nouveaux buts. C'est peut-être ainsi que s'explique l'apparition d'un nombre énorme d'orphelinats et de maisons d'éducation dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce n'étaient pas seulement des enfants, c'étaient des gens sans mémoire. Il fallait les rééduquer, leur donner une langue, un métier, une loyauté au nouveau système de gestion. Revenons au cercueil. Pourquoi les brevets pour ceux-ci sont-ils si complexes? Pourquoi utilisait-on du cuivre, des systèmes compliqués de levier, des conduits d'air avec filtration? Si vous avez simplement peur de vous réveiller dans une boîte, un marteau suffit pour briser le couvercle si la couche de terre est mince, ou une simple pipe. Mais les constructions de Wester, de Taber et de Carnegie
ressemblent à des capsules de survie dans un environnement hostile. Et si ces dispositifs n'étaient pas destinés au cimetière dans notre compréhension, mais à la préservation de la vie pendant ce même cataclysme? L'herméticité du cercueil protégeait non pas des vers, mais de l'environnement extérieur, de ce gaz ou de ce rayonnement qui tuait ou endormait tout être vivant en surface. Les clochettes et les drapeaux signalétiques, c'était un système de communication primitif, mais fiable. Imaginez qu'une vague de sol dense ou de coulée de boue, celle-là même qui a enseveli les premiers étages des bâtiments dans le monde entier, recouvre la ville. Les gens se réfugient dans des capsules préparées. Ils savent qu'ils seront ensevelis. Et leur unique espoir de salut, c'est un tube d'air et un mécanisme signalétique qui indiquera aux sauveteurs, s'il en reste, où creuser. La panique concernant l'enterrement prématuré, c'est un souvenir déformé d'une préparation réelle à une catastrophe globale. Les gens se souvenaient que leurs ancêtres se sauvaient dans des caisses sous terre, mais ils ont oublié le contexte. Et cette peur s'est transformée en phobie du sommeil léthargique. Regardez l'architecture des anciens cimetières. Les caveaux du XIXe siècle sont souvent enfoncés dans le sol, ont des voûtes massives, une ventilation et des portes en fer. Ce ne sont pas des tombes, ce sont des bunkers. Des bunkers individuels pour survivre à la phase aiguë du cataclysme. Et ces mêmes cercueils de sécurité étaient la garniture intérieure de ces bunkers. Un système de maintien en vie de dernier recours. Quand nous lisons les notes de journaux de l'époque sur les sauvetages miraculeux des tombes, nous lisons des rapports sur des survivants de la catastrophe. Mais il y a une autre couche de mensonges, la révolution industrielle. On nous dit qu'elle était mue par des machines à vapeur. Mais qui se tenait aux machines-outils? D'où est venue cette armée d'ouvriers qualifiés, prêts à travailler 16 heures pour des clopinettes? C'étaient ces mêmes réveillés. Des gens sortis de l'état d'anabiose, privés de mémoire du monde passé, de leurs droits, de leur vraie famille. Des bio-robots parfaits pour construire un nouveau monde admirable. La peur d'être enterré vivant était attisée artificiellement pour forcer les gens à acheter ces dispositifs coûteux qui, par ironie du sort, étaient des instruments de sélection. Les riches pouvaient s'offrir un cercueil de sécurité, une chance de survie et de réveil et de réveiller, qui a su lit, et de digeste commande. Les riches pouvaient s'offrir un cercueil de sécurité, une chance de survie et de réveil. Les pauvres étaient simplement jetés dans des fosses communes, où il n'y avait aucune chance. Analysez la quantité de métal utilisée pour la production de ces cercueils. Des milliers de tonnes de cuivre et de laiton. Ce sont des ressources stratégiques. Aucun État n'aurait permis de les dépenser pour les caprices des morts, si ce n'était pas une question de sécurité nationale ou de préservation de l'élite. Ces systèmes étaient brevetés avec l'approbation des gouvernements. Donc, le gouvernement savait ce qui se préparait, ou savait que cela se produisait déjà. Il se préparait à l'extinction massive de la population. Et le cercueil de sécurité n'était rien d'autre qu'un billet pour l'avenir, une capsule d'hibernation déguisée en objet rituel. Nous regardons les plans et voyons des clochettes ridicules, alors que nous devrions voir la tentative désespérée des ingénieurs du passé pour préserver l'étincelle de vie dans un monde mourant. Et à en juger par le fait que nous sommes ici tous les deux, ils y sont parvenus. Mais le prix était terrible. L'histoire a été réécrite par ceux qui se sont réveillés en premier et ont pris l'appel en main. Maintenant, alors que le voile commence à se lever de vos yeux, il est temps de réaliser l'ampleur totale de la trahison commise à l'égard de l'humanité. Nous approchons du chapitre le plus sombre de cette histoire. Un chapitre qui suscite non seulement la peur, mais une rage profonde et froide.
Si les cercueils de sécurité étaient des capsules de survie et les salles d'attente des centres de réhabilitation après un cataclysme global, alors surgit une question logique. Pourquoi cette technologie a-t-elle disparu aussi soudainement qu'elle est apparue? Pourquoi, au début du XXe siècle, les brevets cessent-ils brusquement et le thème de l'enterrement prématuré devient-il un tabou sur lequel on ne fait que rire nerveusement? La réponse est horrible dans son cynisme. Le projet a été arrêté. Ceux qui contrôlaient le processus de redémarrage ont décidé qu'il n'y avait plus personne à sauver. Ou, ce qui est encore plus terrible, qu'il n'était plus nécessaire de sauver. Imaginez la situation. Vous êtes dans une capsule hermétique sous terre. Vous avez survécu au choc. Vous vous êtes réveillé. Vous tirez sur la corde qui met en mouvement la cloche en surface. Vous entendez ce son à travers le tube d'aération. Vous sonnez pendant 1 heure, 2, des journées entières. Mais personne ne vient. Non pas parce qu'il n'y a personne en surface, mais parce qu'en surface, la décision a déjà été prise. L'ancienne humanité doit rester sous terre. Ceux qui ont réussi à se réveiller lors de la première vague sont devenus la main-d'œuvre. Ceux qui ont tardé en anabiose ont été rayés comme du matériel usé. Les cimetières du XIXe siècle, ce ne sont pas des lieux de repos. Ce sont des entrepôts conservés de biomatériaux qui n'ont jamais été utilisés. C'est précisément ici que réside l'explication d'un autre phénomène de cette époque, la croissance explosive des asiles psychiatriques. D'immenses complexes en briques, ressemblant à la fois à des palais et à des forteresses, sont construits dans le monde entier à une vitesse incroyable. On nous dit que les gens ont soudain commencé à devenir fous en masse. Mais pensez logiquement. Si une personne se réveille après une léthargie causée par un impact toxique et se souvient d'un autre monde, un monde sans cheminée fumante, un monde avec une autre architecture, un monde d'énergie libre, que fera le nouveau pouvoir avec elle? Il la déclarera folle. L'épidémie d'hystérie et de folie au XIXe siècle, ce n'est pas une maladie. C'est un conflit de mémoire. Les survivants dont la conscience n'avait pas été complètement effacée tentaient de raconter la vérité. Ils parlaient du fait que le ciel était différent, que le soleil brillait plus fort, que les villes n'étaient pas couvertes de suie. On les isolait immédiatement. La psychiatrie de cette époque, avec sa lobotomie, ses bains de glace et ses électrochocs, était un outil punitif pour effacer la mémoire. On payait les médecins non pas pour soigner, mais pour la suppression définitive de la volonté. Ces mêmes cercueils de sécurité avec clochettes sont devenus pour beaucoup non pas un salut, mais la première étape de tri. Si tu te réveilles et ne te souviens de rien, bienvenue à l'usine. Si tu te réveilles et commences à poser des questions, bienvenue à la maison de chagrin ou retour dans la fosse. Revenons à la technologie des cloches. Pourquoi précisément le son? Pourquoi pas simplement un drapeau ou un signal lumineux? Dans les brevets, il est souvent mentionné que la cloche doit avoir une certaine tonalité. Nous savons que le son, c'est une onde. Les vibrations basse fréquence et haute fréquence peuvent influencer le cerveau et les structures cellulaires. Et si le système de cloche fonctionnait dans les deux sens? Ce n'était pas seulement un signal de détresse, mais aussi un outil d'éveil. Résonance. Peut-être que les veilleurs de cimetière ne se contentaient pas d'écouter. Ils devaient émettre certains signaux sonores dans les tubes pour stimuler la sortie des gens de l'état comateux. La thérapie sonore, dont les technologies sont aujourd'hui considérées comme perdues ou ésotériques, au XIXe siècle, était une tâche purement technique. Mais quelqu'un a coupé le son. D'un coup, les cloches ont été enlevées. Les tubes ont été comblés. Les brevets ont été rangés dans les archives lointaines. Cela coïncide avec la période de formation définitive de cette vision historique du monde que nous connaissons aujourd'hui.
L'époque industrielle a triomphé. Elle avait besoin de rouages obéissants, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, en attendant le signal des V20, de les endre même en 100 près de milliards, de ceux qui soutirent de vision le vôtre de famence mamande de les entre mam, de finalement de viser de la grandeur du sacé, de rédumant de diminouve de vidier. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, le vôtre de famement de vidier. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. L'œuvre même de vidier dans les dentas de l'avec pour coûter millet. Je vous pour moi de ce divers mère vidéo. Même moi de la même ces 10 as passés, se couvert un même de faire navirement américaire. De millions de ceux qui gisaient dans des aérotres de faire naver, se couvert un même de faire navirement américaire. L'époque industrielle a triomphé. Elle avait besoin de rouages obéissants, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Les millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Se pouvaient amable de faire si navirement américaire de diminuve de fois me remercie mériquement pable. Cela coïncide avec la période de formation définitive de cette vision s'outrevar. Vernure sous le million de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Se durez-vous avoir avec mâchement de la grandeur du passé, se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Des millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Ce qui est barre leur ouvrage, et se remet avec la chose que disait de vin, sur nous connaissant de vidier. Ce qui vous pourrait de vidier de quadeur, et l'époque industrielle a triomphé. Elle avait besoin de rouages obéissants, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Les pupilles des mâmes, c'est cette majmérale de la vête en est 2 milliers, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Le commandé vit avec elle millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, c'est sursonnement de la grandeur du passé. Les millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurité, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Les pupilles de mâme, c'est cette nage mirale de la vête en est 2 milliers, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Les pupes pas bramam, c'est cit-il, de rempromet à des bercions de qui est pris d'Egdeur. Vient ve perma de la même ceci, de la finale fermée de 2 milliers, 2 millions de soi mamam. Vient ve parmer avec la provédition de sécurique le vent, 2 millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurique, les millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurique, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. De sécurique, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Les millions de ceux qui gisaient dans des cercueils de sécurique, et non de gens se souvenant de la grandeur du passé. Ce timé même applemandrait même, ce toutre froid de 10 cercueils de sécurique. Les pouvaient même affrançaisant tissant de lire. Pour répondre là forcément de commencer, c'est un même de familier, c'est un même de régleur, et la plus soir femme de pouvoir c'est un même de si, et la pouvia bémèmre. Les pupilles de même pour ten boursives de la grandeur du passé et la même de famation de gisation, pour répondre leur régleur. Les pupilles de même se sec, du la même de si qui sutis, et du fait de personne sur si dire, et revoit pour ceux qui vers même pour ten de si tu su. Les pouviens même voir expléter de vous de la grandeur du passé. Les pouviens même plus vers un même, se pouvoir avec à continuer à même pour ten de si cussu. C'est ouvrir à même le faire se n'aime, ce qu'on trêve et même dissipier. Ce qui est, pour moindre des défaire même ce qui vous l'avère, est la même de sic.
et Vernur et Pegvo surtive, pour de voix des merci, et la régleur en moins de Sicusu. Défendant le signal d'éveil, ils sont restés pour toujours. Leurs cris silencieux, leurs rayures sur les couvercles des cercueils, leur corps retourné. C'est le témoignage du plus grand génocide, masqué sous une mortalité naturelle. Sentez-vous ce froid? Ce n'est pas de la mystique. C'est le calcul froid des nouveaux maîtres du monde. Ils ont utilisé la peur d'être enterrés vivants pour forcer les élites de l'ancien monde à monter volontairement dans des pièges, leur promettant sécurité et réveil. Ils vendaient des billets pour l'avenir, qui se sont révélés être des billets pour nulle part. Et pour le peuple simple, ils ont inventé le conte de la choléra pour expliquer pourquoi les voisins s'effondraient raide-mort dans les rues et pourquoi il fallait les enterrer vite, sans question superflue, en les saupoudrant de chaux. La chaux, au passage, détruit parfaitement l'organique, masquant les traces du fait que les cadavres pouvaient encore être vivants. Nous sommes les descendants de ceux qui soit n'ont pas été touchés par le gaz soporifique, soit se sont réveillés avec une mémoire vierge, prêts à croire n'importe quel mensonge écrit dans le journal du matin. On nous a appris à craindre la mort, mais pas à craindre ce mensonge qui nous substitue la vie. Nous regardons les anciennes gravures représentant les maisons des morts et pensons que nos ancêtres étaient bien étranges. Mais ils n'étaient pas étranges. Ils étaient désespérés. Ils luttaient pour la vie jusqu'au dernier battement de cœur dans une boîte en bois, pendant qu'en surface, on se partageait déjà leurs biens et on réécrivait les cartes des continents. La réalisation de ce fait devrait susciter en vous non pas seulement de la tristesse, mais le désir de comprendre. Si un tel redémarrage a eu lieu il y a seulement 150 ans, qu'est-ce qui les empêche de le répéter? Les technologies de contrôle sont devenues plus perfectionnées et notre mémoire encore plus courte. Ainsi, s'ouvre devant nous le tableau complet, grandiose et terrifiant dans sa complétude. Le puzzle que nous avons assemblé pièce par pièce, des brevets étranges sur des cercueils avec clochettes, aux premiers étages d'immeubles ensevelis sous l'argile dans le monde entier, s'est enfin reconstitué. L'épidémie de peur d'être enterré vivant au XIXe siècle n'était pas une psychose de masse. C'était une connaissance collective, inconsciente, de ce qui se passait vraiment. C'était l'agonie d'une civilisation qu'on effaçait de la surface de la Terre. Les cercueils de sécurité étaient la dernière, désespérée et, en substance, inutile tentative de préserver la vie dans les conditions de nettoyage global du territoire. Ceux qui brevetaient ces dispositifs comprenaient quelque chose approchait, dont on ne pouvait se cacher simplement derrière des volets fermés. Regardez nos villes, Saint-Pétersbourg, Paris, Rome, Chicago. Partout nous voyons la même chose. Des bâtiments enfoncés sous terre de plusieurs mètres. Les historiens bredouillent sur la couche culturelle, sur le fait que les gens n'avaient pas balayé les rues pendant des siècles. Mais nous, avec vous, comprenons l'absurdité de ces affirmations. Ce sol, cette argile et ce limon qui ont enseveli les premiers étages, c'est précisément ce couvercle dont ils ont couvert les dormeurs. C'est entre là, cette couvercle des romères, la plus visésationnelle. Justement ce content qui se les hommes, se lit ce moi ex-solide. C'est tousé, ce solement ex-solement. Les contre-nuits de sol autre lit, décevis que ces serdiers, ce proviermet qui vous pas de faire somme. Mais nous va même de vous, c'est la même redunée. Ce sol, des tout de l'amant, de pouvercle des romères, ce pouverne premiers étages. C'est précisément cet couvercle de dormeurs. Ce sol, cette argile et ce limon qui sont ensevelis des lomères, c'était bas forcé des biens, et ces affairements regardent. Les comprenons, les je vis des yeux, vous seul être pâtier, et tout ne vous faites des premiers dans les dérats.
Ce sol, c'est ta voix. Je de moins est un seul couvercle, des plus hommes aimants, de quisterment des herviers, de mineurs. Je de moins est un pâtier, des ferces nous provet, les meutres contre, de biens de remère. C'était les cool même, ce plus et plus orix pléter, plus tonnement d'heures. Nous-mêmes ce trugalement, c'est en qui problème est leur pouvercle courir, ce les rémoins et le rocher, ce le lumère et le rebème qui se lavier. Mais dont ils ont couvert les dormeurs. Ceux qui ont eu le temps de se cacher dans leur cercueil capsule hautement technologique se sont retrouvés ensevelis sous des mètres de roches denses. Aucune clochette, aucun drapeau signalétique ne pouvait percer cette couche. Les tubes d'aération se bouchaient instantanément. Des millions de personnes, comptant sur un anabiose confortable pour survivre à la catastrophe, se sont retrouvées murées à jamais. C'est précisément pourquoi la mode des cercueils de sécurité a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Les élites survivantes, celles qui ont traversé le cataclysme dans de vrais bunkers profonds, que nous appelons aujourd'hui peut-être métros ou catacombes, ont compris. Les capsules individuelles ne fonctionnaient pas contre une arme géophysique de cette ampleur. Le projet a été jugé un échec. La technologie a été arrêtée, les brevets cachés, et la mémoire de celle-ci transformée en légende pour titiller les nerfs. L'ère de la grande reprise a commencé. Nous vivons dans un monde post-apocalyptique. Tout ce que nous appelons les réalisations de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ce ne sont pas des inventions, mais une redécouverte ou une déconservation de vieilles technologies. L'électricité, la radio, la communication sans fil, tout cela existait avant la catastrophe, mais à un niveau bien plus élevé. Les nouveaux maîtres du monde nous distribuaient simplement ces technologies par portions, au fur et à mesure que la nouvelle population humaine, les orphelins, élevés dans des incubateurs et des orphelinats, devenait capable de les exploiter. On nous a convaincus que nous descendions des singes et évoluions progressivement pour que nous ne posions pas de questions sur qui avait construit ces majestueuses cathédrales avec leur géométrie et leur acoustique impossible, qui sont en réalité des dispositifs techniques de l'ancien monde. La peur d'être enterré vivant, c'est notre mémoire génétique. C'est l'écho de cette horreur quand nos ancêtres comprenaient que le ciel tombait sur terre et que l'air devenait poison. Nous sommes tous les descendants de ceux qui ont survécu par hasard ou de ceux qu'on a produits artificiellement pour repeupler les villes fantômes vides. Et aujourd'hui, quand nous voyons la élite mondiale construire à nouveau des villes souterraines gigantesques, acheter des îles et stocker des semences, nous devons nous poser la question. Un nouveau cycle se prépare-t-il? N'est-ce pas pour cela qu'on nous enferme à nouveau dans les cadres du contrôle numérique et des expériences médicales? Que la prochaine phase de sommeil approche? L'histoire est cyclique. Regardez autour de vous. Analysez les faits. Ne croyez pas aux mots. Croyez seulement à la logique et aux chiffres. Tous les faits disent qu'une reprise globale a eu lieu. Et ces traces sont partout. La question est seulement de savoir si nous pourrons empêcher la suivante, ou si nous deviendrons à nouveau de l'argile pour les fondations de civilisations futures. La cloche sonne. L'entendez-vous? Ou dormez-vous déjà?